Alors bonsoir à tous et à toutes. Je suis ravi de recevoir les éditions Frison Roche Belles Lettres ce soir et deux autrices. On a un superbe plateau ce soir, Brittany Lefebvre et Floriane Joseph, pour deux ouvrages. Un poétique, même si La Belle et la Bête est aussi un ouvrage poétique. La Belle et la Bête donc de Floriane Joseph et Fragments de Brittany Lefebvre. On va parler évidemment des deux romans d'ici quelques minutes, mais avant, on va laisser la parole à Katia Kaloun, qui est donc directrice éditoriale des éditions Frison Roche Belles Lettres, pour nous expliquer comment est née cette maison d'édition au sein des éditions Kiwi, qui se lance donc dans cette aventure littéraire, comme si on devait revenir au mot tout simplement, au début. Katia, comment est née tout simplement cette maison d'édition, cette marque? Frison Roche, Alors, tout belle lettre. d'abord, Anthony, merci beaucoup pour ce plateau que tu nous proposes. C'est une opportunité magnifique pour nous. On est très contents, très touchés, donc merci. Merci à celles et ceux qui assistent à cette petite réunion. Ça fait vraiment plaisir. Pour vous faire le petit topo, en fait, Frison Roche Belles Lettres, c'est une toute nouvelle marque éditoriale qui est née d'une marque existante. C'est Kiwi. Kiwi, nous sommes spécialisés dans le bien-être, le développement personnel, les essais engagés, notamment féministes, également les romans, mais ce qu'on catégoriserait plutôt de romans feel-good, de romans bien-être, où finalement les clés de vie, les leçons de développement personnel seront peut-être un peu plus importantes que la fiction qui a été imaginée pour les mettre en avant. Et c'est vrai que nous, on est une maison déjà indépendante, extrêmement engagée. On travaille tous nos titres en interne avec un soin extrêmement particulier. On n'externalise pas. On n'a rien contre les extés, mais c'est vrai que les bouquins, on aime les traiter en interne, travailler les textes, le fond, la forme. Il y a un effort de fabrication, etc. Et surtout, toute l'équipe est vraiment de culture littéraire. Tout le monde a un background littéraire, a fait des études ou écrit soi-même. Donc c'est vrai que cet amour-là, il était très présent. Et puis on s'est dit en 2020, il faut qu'on laisse aussi cette part-là s'exprimer, qu'on laisse cette expertise aussi se matérialiser l'année prochaine. D'une part, parce qu'on recevait beaucoup de manuscrits qui ne rentraient pas du tout dans la ligne de Kiwi Roman, justement, qui avait vraiment une sorte de patte littéraire où l'histoire n'avait finalement pas autant d'intérêt que ça. C'était vraiment le style de l'auteur qui nous plaisait. Et ça ne fonctionnait pas avec Kiwi Roman. Donc, on s'est dit, bah, elle est là notre opportunité. On va créer la marque sur mesure, Frison Roche Belles Lettres. Donc, pour la petite histoire, Frison Roche, c'est du nom du directeur de la maison, Édouard, qui tient son nom de son ancêtre Roger Frison Roche, célèbre alpiniste, homme de lettres, etc. Donc, on s'est dit que ça pouvait très bien coller. Et voilà, de cette maison sont nées deux collections qui font leur bout de chemin parallèlement. On a Ex Nihilo d'un côté, donc ce sont des romans. Et puis, Floriane Joseph est notre première ambassadrice avec La Belle et la Bête, qui est un roman absolument spectaculaire. C'est un conte moderne. Elle vous le présentera mieux que moi. Mais voilà, on était vraiment les plus heureux de la Terre de commencer cette collection avec un titre pareil. Donc, encore merci pour ta confiance, Floriane. Et puis, parallèlement, on a une collection de poésie qui s'appelle Hors des lignes. Et pareil, on a la meilleure ambassadrice possible. Brittany nous a fait l'honneur de nous confier son recueil. Et donc, sur Hors des lignes, on est vraiment sur une collection minimaliste et extrêmement forte d'un point de vue graphique, donc sur la forme et surtout du fond. Le petit projet en 2 minutes, sans trop m'attarder, de cette collection, il est quand même important. En fait, moi, j'ai réalisé que la poésie vivait des heures sombres depuis quelques décennies parce que ça ne se vend pas, ce n'est pas bankable, ce n'est pas intéressant. Malheureusement, ce qui marche, ça reste Baudelaire parce qu'il est prescrit à l'école, mais il n'y a pas vraiment de place pour les nouveaux arrivants sur le marché du livre. Et nous, on a voulu faire la part belle aux auteurs contemporains, aux poètes d'aujourd'hui. Et je pense qu'il y a une sorte d'explosion qui s'est vraiment manifestée l'année dernière, notamment pendant le confinement, où des comptes Instagram, soit qui existaient déjà, soit qui sont nés à cette occasion, ont vraiment montré une envie d'écrire de la poésie en vers libre ou pas d'ailleurs. Et là, je me suis dit, bon, il y a quelque chose à faire. En fait, finalement, il y a un public. On a des grosses communautés. Je pense à Brittany sur son compte Indécence et des raisons qui a 60 000 abonnés. C'est juste hallucinant. Enfin, qui sont là que pour de la poésie. Tu publies pas autre chose. Ce n'est que de la poésie. Et ils sont là. Ils sont vraiment fédérés, très engagés. Et je me suis dit, finalement, il y a une cible qu'on a peut-être ignorée tout ce temps. Et nous, on a une carte à jouer avec Hors des lignes. Donc voilà, c'était le principe. Lancer une collection qui va mettre en avant des nouveaux auteurs, des jeunes poètes et poétesses qui vont vraiment pouvoir s'exprimer dans cette collection qui a été imaginée pour eux. Donc j'espère de tout mon cœur que vous serez séduits
par ce principe. Voilà, on sera un recueil par mois je peux affirmer, non sans modestie, qu'on commence très très fort avec le recueil de Brittany. C'est la même chose pour Ex Nihilo, c'est vraiment des romans. Je mets ça en avant aussi très rapidement. On met en avant des nouveaux auteurs. Et ça change beaucoup, beaucoup, beaucoup de nos confrères. L'édition, c'est quand même un milieu d'entre-soi où les auteurs sont cooptés par d'autres auteurs dans la maison d'édition. Il y a très peu de place pour les nouveaux. Et nous, c'est vraiment notre volonté, d'abord chez Kiwi, puis chez Frison Roche Belles Lettres, de donner leur chance à des nouveaux auteurs qui ont du style, qui ont quelque chose à raconter. C'est tout à fait le cas de Floriane Joseph. C'est son premier titre, mais je pense que c'est loin d'être le dernier. Voilà pour la petite présentation. J'aimerais bien qu'on parle également de l'organigramme, entre guillemets, de l'équipe avec laquelle vous travaillez, parce que véritablement, et c'est ce que j'avais déjà dit à Elia, il me semble, vous êtes extrêmement jeunes, tous. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement novateur dans le milieu éditorial, où pour le coup, vous êtes dans une catégorie d'âge beaucoup plus récente, on va dire ça ainsi, que dans le monde éditorial français. Et également, vous prenez des auteurs qui, eux aussi, sont extrêmement jeunes. On rappelle que Floriane n'a que 24 ans, je n'en reviens toujours pas, et que Brittany, il me semble, 27 ans, ça aussi. Donc, pour le coup, c'est un risque à la fois et en même temps quelque chose d'extrêmement ancré dans notre société. Tout à fait, c'était un petit peu la volonté. Cette maison est née comme elle est née. En fait, juste pour le petit historique, il y avait déjà les marques Hellebore et Sang de la Terre, qui sont des vieux catalogues qui ont une quarantaine d'années, qui ont été repris par Édouard Frison-Roche il y a quelque chose comme 8 ans. Et puis, en fait, Kiwi est né d'une volonté il y a 4 ans, justement, de créer quelque chose de nouveau. Donc, moi, quand je suis arrivée dans cette maison, il y avait quoi, 3-4 livres par mois sur la marque Hellebore. Et avec Kiwi, on avait vraiment voulu créer quelque chose de nouveau, un vent de fraîcheur dans l'édition, en laissant leur place à des nouveaux auteurs et en laissant leur place à des nouveaux éditeurs également. Effectivement, l'équipe que j'ai pu monter ces dernières années, c'est marrant, l'évolution est assez impressionnante parce qu'on était 2 il y a 5 ans, aujourd'hui on est 15. Et l'équipe, effectivement, la moyenne d'âge, c'est 25 ans. Bon, moi, j'en ai 28. Édouard, il en a 40. Voilà, il est en pleine crise de la quarantaine. Je pose ça là. Mais sinon, globalement, c'est une équipe extrêmement jeune, extrêmement motivée. Et c'est vrai que ça fait du bien, même d'un point de vue professionnel, parce que je fais ma petite parenthèse engagée sur l'édition. Ça reste un milieu vieillissant. Les places coûtent très cher. Et moi, je sais que 90% de ma promotion d'études a complètement abandonné ce milieu faute de place. C'est vrai, ça ressemble vraiment à un parcours du combattant. Et nous, notre force, c'est qu'on essaye vraiment de ramener des jeunes talents dans ce milieu-là, de leur laisser leur chance. Et voilà, il y a des jeunes éditrices qui ont vraiment des choses à apporter à ce milieu-là, qui ont des intuitions, qui ont un savoir-faire. Et c'est vraiment l'état d'esprit de la maison. Et effectivement, c'est un des aspects qui nous différencie énormément de nos concurrents. On est une petite équipe indépendante et Dieu sait, alors, la nouvelle d'aujourd'hui, c'est que les éditions de minuit, les célèbres éditions de minuit viennent d'être avalées par Gallimard, donc bon, ça fait mal au cœur pour tout indépendant, et c'est vraiment symptomatique de ce qui se passe sur le marché. Les petits disparaissent, et nous, on fait figure un peu d'impertinent du monde du livre. On est indépendant, on fait tout en interne, on est très proche de nos auteurs, on a des idées, on n'a pas peur de l'ancienne collection de littérature ou de poésie en 2021, et je crois que c'est ça qui nous fait avancer et rayonner aujourd'hui, c'est ce bagou quelque part. Il faut au service de ce bagou évidemment un savoir-faire et des aiguillages économiques. Il faut que le tout se tienne évidemment. On ne fait pas des livres pour rire, mais par contre il y a véritablement un engagement et aussi une volonté de dépoussiérer un petit peu le milieu de l'édition. Tout à l'heure, vous disiez que vous ne publiez que des jeunes romancières ou jeunes romanciers, peu importe. Pour le coup, est-ce que vous allez aussi avoir une politique d'auteur? J'imagine que oui, mais j'imagine qu'au fur et à mesure de la création de la maison, au fur et à mesure de l'ancienneté de la maison, les places vont être de plus en plus chères, entre guillemets, pour les nouveaux arrivants. Bah, c'est un petit peu le jeu. C'était déjà la même histoire avec Kiwi. Kiwi, ça a été un Eldorado ces dernières années pour les nouveaux auteurs en herbe parce qu'en fait, la part de nouveaux auteurs dans le catalogue Kiwi est complètement exponentielle par rapport à ce qu'on peut voir dans les autres maisons d'édition. On a laissé leur place à beaucoup de nouveaux auteurs. Et effectivement, maintenant, le succès nous rattrape et nous dépasse. On reçoit une trentaine de manuscrits par semaine, ce qui est énorme. Et effectivement, les places sont chères. Et je pense que sur les collections Ex Nihilo et Hors des Lignes, on va suivre le même chemin. Mais ce qui continuera de nous différencier de nos concurrents, c'est ce cœur à l'ouvrage et cet attachement à l'humain, en fait. Nos auteurs sont des êtres humains.
qu'on valorise. Ce ne sont pas des numéros de dossier, ce ne sont pas des contrats. On ne cherche pas le bankable, on cherche vraiment la plume qui va nous séduire et l'être humain qui est derrière le projet. Parce que je pense que Brittany et Floriane aborderont leur expérience éditoriale, mais c'est vraiment, si le travail ne se fait pas en complicité, il ne va pas être intéressant ni d'un côté ni de l'autre. Et puis, il ne faut pas oublier quelque chose. Nous, on a beau faire 200 livres par an, un auteur qui signe chez nous, c'est son bébé, il en a un. Donc ça, on le garde toujours à l'esprit, c'est son bébé. Donc on ne peut pas faire comme si c'était un dossier de plus qu'on va bâcler rapidement et puis passer à autre chose. Donc effectivement, tu as raison, Anthony. Au bout d'un moment, il va y avoir des choix qui vont être de plus en plus difficiles parce qu'on reçoit déjà beaucoup de manuscrits. Ce sont 2 collections qui commencent à faire du bruit. Mais voilà, on va garder, je pense, notre état d'esprit, notre authenticité et vraiment prendre le temps de la réflexion et vraiment, en fait, suivre notre intuition éditoriale qui reste au cœur de notre mode opératoire, tout simplement. Concernant la création de la maison, vous n'avez pas choisi une date facile, hein. Clairement, mars 2021, ce n'est pas pire que mars 2020, certes, mais quand même, dans une situation sanitaire difficile, vous avez lancé une collection qui marche plutôt bien et puis en plus qui fait état d'une parution mensuelle quasi systématique. Ouais. Comment vous envisagez la suite par rapport à ce lancement-là? Comment vous voyez l'avenir? Eh bien, comme la littérature reste quelque chose pour nous de très précieux, de très rare, on ne veut surtout pas partir dans un effet d'emballement où en fait on prendrait un petit peu la confiance et on passerait à 3 romans par mois et à 3 recueils. C'est pas du tout l'idée. On veut garder ça comme une expérience littéraire pour le lecteur ou la lectrice. Donc on ne veut pas du tout d'effet d'emballement et c'est aussi raison gardée que de traiter les manuscrits avec le respect qu'ils méritent et la préciosité qui leur correspond. Donc je pense, en tout cas le projet et moi que j'ai mis en place sur l'année prochaine, c'est de rester sur ce rythme. Là, pour lancer Ex Nihilo, la collection de romans, on était parti sur 2 romans par mois. Mais pour avoir un effet de lancement, pour avoir quelque chose d'assez fort, pour vraiment installer la collection en librairie. Mais en fait, on a pris la décision pour 2022 de passer à une parution par mois, une fois que la collection est installée, pour vraiment comme une petite délicatesse qui sortirait tous les mois comme une petite surprise. On n'est pas franchement sur du roman grand public, parce qu'on est vraiment sur de la littérature qu'on pourrait appeler exigeante. Du coup, on compte surtout sur les libraires, en fait, pour recommander nos titres à des lecteurs en quête de pépites. Donc, si on reste sur le rythme d'une parution par mois, que ce soit pour Hors des lignes ou Ex Nihilo, on gardera cet effet petit cadeau, petit bonbon qui sort tous les mois et voilà, avec la petite actualité qui lui correspond. Donc, le plan, il est celui-là. Pour le fait d'avoir lancé la collection en mars 2021, bah, ça nous ressemble beaucoup parce que nous, on se range souvent à l'adage de Mark Twain. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait et nous, on est un peu comme ça. On y va et puis on croit beaucoup en notre bonne étoile sans être complètement déraisonnable, mais je pense qu'on a bien fait. Il y a quand même un vrai regain d'intérêt. Les librairies sont réouvertes, ça marche très bien, il y a du trafic. Je pense que beaucoup de lecteurs et lectrices ont été beaucoup frustrés l'année dernière et que le marché se porte finalement mieux que jamais cette année. Sandra? Oui, bonsoir à tout le monde. Ma question est pour Katia. Vous privilégiez, vous dites, les jeunes auteurs, mais parfois, de jeunes auteurs ont 45, 50 ans, 55 ans et sont débutants aussi. Est-ce que ça, vous l'excluez ou est-ce que vos auteurs doivent effectivement avoir un âge plus bas que 40 ans? Voilà. Alors, c'est une bonne question. Merci Sandra. En fait, non, moi par contre, ce que j'entends par jeunes auteurs, c'était pas jeune par l'âge, c'était jeune par l'inexpérimentation, les primo-auteurs. Je vais reformuler. En fait, que ce soit sur Kiwi ou Frison Roche Belles Lettres, il n'y a pas du tout de discrimination à l'âge. On ne fait pas du jeune pour faire du jeune, ce ne serait pas du tout l'idée. Non, non, la place, elle est vraiment laissée aux nouveaux auteurs qui n'ont pas eu forcément de chance dans d'autres maisons d'édition. Leurs manuscrits ne seront jamais lus. Et nous, on va vraiment chercher ces pépites-là. Je repars de Ex Nihilo. Sur Ex Nihilo, on a sur l'année, on sort une douzaine de titres. On a 9 primo-auteurs assez jeunes. Et puis, on a 2 auteurs expérimentés qui excèdent les 60 ans, pour tout vous dire. C'est le cas des Discordances, par exemple, qui est sorti en mars dernier, de Philippe Calleux. Philippe Calleux, il a roulé sa bosse, il a un certain âge, et c'est certainement pas cet âge qui nous a retenu de le publier, au contraire. Donc, effectivement, les jeunes, en tant que jeunes, ça fait du bien de voir des jeunes qui peuvent aussi s'exprimer en librairie, ça nous change aussi de la concurrence, mais on ne refusera jamais un manuscrit sous prétexte que l'auteur ou l'autrice aurait excédé
un certain âge qu'on aurait fixé. Comme je disais, on fonctionne beaucoup à l'intuition et souvent on découvre le manuscrit avant la personne, je le rappelle. Donc on flash sur un manuscrit et puis on voit ce qui se passe avec l'auteur ou l'autrice derrière. Justement, sur le manuscrit, quand on adresse un manuscrit à Frison Roche-Bellette, qu'est-ce qui vous séduit de prime abord? Qu'est-ce qui fait que vous êtes tenté de publier cet auteur ou cette autrice? Est-ce Alors qu'il y a là, des clés? ouais, il y a des clés, bien sûr, surtout quand on reçoit autant de manuscrits, on peut malheureusement pas tout lire. Je rappelle qu'on est indépendant, on est une maison à taille humaine, donc on ne peut malheureusement pas tout lire. Moi, ce que je conseille, ce que je recommande aux primo-auteurs, c'est vraiment, ou aux auteurs expérimentés d'ailleurs, peu importe, c'est vraiment d'avoir un corps de mail, une sorte de pitch captivant, et même dès l'objet, parce que la majorité de nos mails, on a un objet proposition de manuscrit, mais comme on en a 1 milliard, ça sort pas du lot. Je vais plus facilement ouvrir un mail où il y aura un objet, le livre qui va vous changer la vie, le livre auquel vous ne vous attendiez pas. Enfin, voilà, je vous donne des exemples, peu importe. Mais vraiment, déjà, sur l'objet du mail, qui doit être différenciant, et sur le corps du mail, il faut avoir, comme dans un roman, tout simplement, une accroche, quelque chose qui va vraiment attirer l'attention, parce que sinon, si on est sur des textes trop homogénéisés, on est dans le CV, dans la lettre de motivation. Et c'est la même chose d'ailleurs. Il faut arriver à trouver la phrase qui va vraiment faire émerger l'auteur du lot et nous donner envie d'ouvrir son mail et qui ne se perde pas dans la pile qui continue de monter au fil des semaines. On va aussi aborder la question graphique parce que clairement, il y a quand même une proposition Alors, extrêmement forte et novatrice pour le ouais. coup. Donc les deux collections, évidemment, ont le même graphisme, mais dans des styles totalement différents. Avec qui travaillez-vous et surtout, pourquoi cette proposition-là, avec ce fond violet qui met en avant aussi l'illustration du bas? Alors, je vais essayer d'être synthétique pour ne pas vous perdre et pour laisser la parole. Mais effectivement, je te remercie, Anthony, d'avoir lancé ce sujet-là. Le graphisme, c'est quelque chose qui contribue magistralement à notre rayonnement. On a une directrice artistique en interne, Charlotte Thomas, qui est également illustratrice professionnelle. Elle travaille avec nous depuis des années, celle qui est à l'origine des chartes graphiques de Kiwi, des couvertures de Kiwi, des maquettes sur mesure. Et c'est avec elle que j'ai travaillé étroitement pour donner corps à la charte graphique de Hors des lignes. Et donc, l'idée, c'était vraiment d'avoir déjà une illustration sur mesure pour chaque recueil. C'est évidemment Charlotte qui s'en est chargée en tant qu'illustratrice professionnelle. Donc, elle assure une illustration sur mesure pour tous les titres de la collection. On avait envie d'un titre qui ressorte très fort en Pantone. Donc, on va avoir des Pantones très flashy de toutes les couleurs du pantonnier. Et l'autre idée, c'était d'avoir un poème en fait en première de couverture. Et ça, je pense que c'est très original, on n'en est pas peu fiers. On voulait une sorte de charte graphique assez minimaliste, mais impactante, avec, bon, il y a un petit papier de création, on a fait l'effort. Mais je voulais que le lecteur ou la lectrice en librairie tombe sur la couverture et rentre dans l'univers de la poète ou du poète en découvrant un poème en couverture. Et ça, je crois que ça plaît énormément et que c'était un bon parti pris et qui fonctionne. Maintenant, je bascule sur Ex Nihilo. Donc, on a cette couverture magnifique. Et ça, c'est notre deuxième graphiste en interne, ce qui nous distingue encore une fois beaucoup de nos concurrents qui ont tendance à externaliser le graphisme. Nous, on a un soin tout particulier pour nos couvertures et l'image qu'on renvoie à partir de nos ouvrages. Et là, on a une deuxième graphiste en interne qui s'appelle Colin Kaisak, qui est brillante. Elle a 22 ans. C'est également une illustratrice, pas encore professionnelle, mais elle a une patte absolument incroyable. Et je lui ai demandé au lancement de la collection Ex Nihilo si elle était d'accord pour illustrer chaque titre avec une illustration sur mesure, avec ce style très particulier qui est le sien. Alors, on a une illustration très forte et puis on a ce fond effectivement violet. Pourquoi? Parce qu'on a voulu, puis il y a un effort, bon voilà, il y a la fabrication avec les rabats et puis des illustrations qui viennent s'ajouter à ces endroits-là. L'idée, c'était vraiment d'avoir un résultat sur table assez spectaculaire. Moi, j'avais en tête la collection des Millennium, tout simplement. Et c'est des collections qui frappent, on les voit de loin quand on rentre en librairie, et je voulais qu'on ait le même effet. Je voulais qu'on ait vraiment une collection qui se démarque avec un fond nuit et qui nous emmène dans un univers très envoûtant, avec une illustration qui viendrait se détacher et nous inviter, nous donner un indice finalement sur ce qu'on allait trouver à l'intérieur. Et je crois encore une fois que le pari a été réussi parce qu'on a des excellents retours des libraires qui sont très très contents et effectivement c'est des objets qu'on a envie d'exposer dans sa bibliothèque tout simplement. En plus d'avoir une expérience de découverte littéraire, ce sont des beaux livres en fait qu'on veut avoir, qu'on veut offrir, qu'on veut montrer tout simplement.
Sandra? Oui, vous parlez de vos concurrents, notamment en poésie. Vous considérez quelle maison d'édition comme concurrente éventuellement? Eh bien, je pense à très peu, parce qu'en fait, il y en a très peu. Il y a très, très, très peu de poésie contemporaine aujourd'hui qui est proposée par les éditeurs. Je pense à la collection de poésie portée par Gallimard, qui est, qui, qui ne me pose pas de problème. Enfin, je ne suis pas là pour dire du mal de mes confrères et concurrents, pas du tout. Je peux juste vous dire en quoi on s'en distingue. Gallimard étant, je sais que j'ai reçu des auteurs en poésie là pour ma collection qui me disaient j'ai voulu éditer chez Gallimard, mais c'est absolument impossible. C'est qu'en cooptage, en cooptation, on ne peut pas fournir de manuscrits. Et l'auteur dont je vous parle est un auteur qui est publié chez Flammarion, qui est un romancier à succès chez Flammarion. Je ne donnerai pas son nom, peu importe, mais Flammarion, c'est Gallimard, en fait, pour résumer. C'est un auteur qui vend très bien, qui est un poète exceptionnel, mais Gallimard n'en veut pas en poésie. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même une sorte de culture d'entre-soi. Il faut être coopté, il faut voilà, peut-être venir d'un certain milieu qui m'échappe. Et c'est là-dessus que nous, on se, on se distingue, mais très, très largement. C'est-à-dire qu'on est sur une collection qui est ouverte à tous, qui est pour tous. On n'est pas dans un entre-soi, on n'est pas dans un élitisme, on n'est pas, voilà, on n'est pas dans quelque chose qui va discriminer. Vraiment, c'est une collection. Et c'est pour ça que d'ailleurs, j'ai démarché quelques poètes et poétesses pour lancer cette collection. Et en fait, ça s'est fait de manière extrêmement fluide. Ils étaient extrêmement heureux parce que la plupart des poètes que j'ai contactés me disaient ah, mais moi, pour moi, mon destin, c'était l'auto-édition. C'était impossible de rentrer dans le marché du livre professionnel. C'était impossible d'être diffusé en librairie. C'était impossible. Donc, du coup, c'est vrai que nous, on offre une chance là et c'est là-dessus qu'on vient un petit peu bousculer les codes. On offre une poésie grand public, finalement, qui est par tous et pour tous. Donc, voilà, je vous ai donné un exemple. Vous me demandiez, Sandra, Gallimard, pour en citer un, et un parmi peut-être trois. Il y en a malheureusement très peu. Justement, on peut peut-être faire la bascule avec Brittany et Floriane sur leur. Vous parliez tout à l'heure justement de cette auto-édition. Pour le coup, on sent plutôt dans le recueil d'ailleurs de Brittany, on sent ce manque d'assurance, on sent que vous ne vous attendiez pas à être publié, que c'est quasiment une chance inouïe, alors que c'est surprenant d'entendre ça ou de lire ça, en tout cas dans un recueil. Plusieurs fois, on sent ce manque de confiance. Et ça, c'est plutôt surprenant. Comment vous expliquez ça, Brittany? Mais je ne l'avais pas perçu, mais c'est vrai que maintenant que vous le dites, effectivement, donc c'est assez marrant. Je pense qu'en fait, j'ai voulu raconter un petit peu mon parcours et mon rapport à l'écriture au fil des ans, parce que c'est vrai que l'écriture m'a toujours accompagnée, etc. Et en fait, j'étais plus dans une optique de un jour, j'écrirai un livre, mais a toujours repoussé un peu cette échéance, entre guillemets. Et en fait, finalement, ça s'est imposé à moi parce que c'était vraiment ce que je voulais faire et c'était aussi ce qui me faisait vibrer. Donc, je me suis dit, pourquoi attendre? Mais effectivement, c'est vrai que j'ai peut-être pas préféré mettre tous mes espoirs et me dire, bon, voilà, c'est sûr, ça va marcher, je vais me faire éditer, etc. J'ai envoyé mes manuscrits et effectivement, ça a marché et ça fonctionne très bien. Et depuis, on a commencé une super belle aventure avec Katia et toute la maison. Mais effectivement, quand je me suis lancée, je n'étais pas très assurée parce que tout simplement, c'était le premier et que je ne savais pas en fait tout simplement si ça allait marcher ou pas. Et Floriane, quant à vous? C'est vrai que moi, j'avais plutôt peur aussi que ça marche pas. Avant La Belle et la Bête, j'avais écrit un recueil de poésie et deux très courts romans et que j'ai envoyé un peu partout, y compris à Gallimard, je sais pas, Flammarion, Albin Michel, etc. Et j'ai reçu que des lettres de refus. Alors, des fois, une ou deux lettres de refus un peu gentilles quand même, un peu plus détaillées, qui disaient quand même, ah, c'est pas mal, mais c'est pas vraiment ça, mais continuez. Mais ça restait des lettres de refus. Donc oui, j'étais pas très assurée non plus à ce moment-là que ça finirait par marcher et je me disais bon il faut. J'écrivais La Belle et la Bête en me disant et après qu'est-ce que tu écriras
pendant que tu recevras les lettres de refus pour ce roman-là. Et pour moi, c'était un cercle comme ça qui pouvait continuer pendant des années. Et qu'est-ce que ça représente pour vous, justement, le fait d'être publié? Est-ce que c'est véritablement une exaltation? Est-ce que c'est, j'imagine pas une fin en soi, j'espère pas, mais qu'est-ce que ça représente pour vous? Brittany, si tu veux. Ok. Pour moi, c'est pas une fin en soi, c'est plutôt un début. Et c'est un super accomplissement parce que après, c'est personnel, hein, peut-être que pour Floriane, ce sera différent, mais ça me permet, je me sens beaucoup plus légitime en fait, d'être reconnue déjà par mes pairs en tant que professionnelle et me dire que effectivement, mon écriture peut toucher effectivement des personnes, etc. Et du coup, ça me donne beaucoup de confiance en moi et en mon écriture pour faire d'autres choses. C'est un début. Moi, je crois que c'était une fin en soi avant que ça n'arrive. C'est-à-dire qu'avant, quand j'avais des lettres de refus, oui, en fait, tout ce que je voulais, c'était juste la publication. Je voulais tenir le livre entre mes mains avec mon histoire, mes mots. Et maintenant que c'est arrivé, je rejoins plutôt Brittany. Maintenant, je me dis, ah non, en fait, c'est un début. Maintenant, j'ai envie qu'il y ait des rencontres comme celle-ci. J'ai envie de parler aux lecteurs, de lire leurs retours, d'écrire d'autres histoires, de voir ce que je suis capable d'inventer, etc. Et je rejoins Brittany aussi sur le côté légitime. Enfin, je me sens plus légitime. Ça enlève un poids ou une forme de culpabilité peut-être où je me dis, bah, j'ai plus le droit de prendre du temps maintenant pour écrire mes petites histoires, puisqu'il y a vraiment des gens qui vont les lire. Alors qu'avant, c'est vrai, quand on se dit, bah, de toute façon, ça finira dans un tiroir, ça n'intéresse absolument personne. Du coup, on peut se poser la question de pourquoi, du coup, refuser une sortie, pourquoi ne pas travailler ou faire autre chose de plus important. Donc, c'est vrai que le côté, ouais, ça apporte quelque chose de plus légitime. Et comment la rencontre s'est faite avec Katia et l'équipe? Comment, Katia d'ailleurs, vous avez reçu les deux manuscrits? Est-ce que ça a été un coup de foudre immédiat? Euh, Comment s'est passé le travail justement entre toutes les trois? Alors, Brittany, il faut que tu me confirmes, j'ai un doute. Est-ce que tu m'as envoyé ton manuscrit ou je suis venue te chercher? Non, je te l'ai envoyé. Tu me l'as envoyé spontanément. Écoute, Brittany, ça a été un vrai coup de cœur. Ça a été un coup de cœur immédiat. Immédiat, immédiat. La plume était parfaite selon moi. Et il fallait juste voir si on allait arriver à s'entendre. Et je me souviens de notre premier rendez-vous, Brittany, où tu étais un petit peu stressée. Et je sais que ça te faisait peur parce que tu devais confier ton bébé et tu étais un peu paniquée. Et j'ai dû vraiment un petit peu poser un peu ce cadre de mais non, mais tu vas voir, ça va être super. Nous, c'est une de nos forces. On est ultra proche de nos auteurs, on les accompagne, il y a de la complicité. Donc, ça va bien se passer. Et je crois que ça s'est très, très bien passé de manière admirable. Et pour Floriane, c'est encore une autre histoire. Floriane, je balance l'info, c'est la meilleure amie de Paloma, qui est une de mes éditrices, Paloma Grétien. Et c'est Paloma qui nous a apporté ce projet-là en nous disant, écoutez, j'ai un manuscrit, c'est une pépite entre les mains, il faut vraiment que vous le lisiez. Donc, grâce à ça, on a eu le manuscrit de Floriane en haut de la pile. Et effectivement, moi, en tant que directrice éditoriale, j'accorde un soin particulier à la lecture des manuscrits parce que on ne peut pas vraiment se tromper. Surtout quand on en sort un par mois, il faut bien choisir. Et c'est vrai que pour Floriane, j'ai été absolument subjuguée par la maturité de sa plume et par la force de son conte. Je pense qu'elle en fera le pitch tout à l'heure et que ça vaut le coup de l'entendre pour celles et ceux qui ne le connaissent pas. C'est une histoire extrêmement forte et qui a un niveau, de littérature extrêmement impressionnant, surtout pour son jeune âge, justement. Donc là-dessus, oui, de toute façon, mes réponses sont un peu faciles parce qu'on fonctionne beaucoup au coup de cœur. Vraiment, on fonctionne au coup de cœur. On ne va pas éditer quelqu'un pour l'éditer parce que c'est sympa, parce que en fait, ça le fera bien et que c'est dans l'air du temps. Il faut vraiment que ça nous plaise. Et donc, c'est vrai que pour toutes les deux, je trouve qu'on ne pouvait pas rêver meilleures ambassadrices pour les deux collections qu'on a lancées cette année.
Brittany et Floriane, avant de présenter les deux ouvrages, j'aimerais connaître votre rapport à la littérature. Est-ce que vous avez toujours écrit? Quelles sont vos références? Quels sont vos mantras? Je sais que Victor Hugo, pour Floriane, ne fait pas débat. Mais pour le reste, pour les références, sur quel paradigme vous vous situez en réalité, puisque Florian, on sent les inspirations, on sent les mille et une nuits, on sent beaucoup d'autres choses, mais pour Brittany notamment, j'aimerais bien savoir également comment vous vous situez sur ce pan littéraire-là. C'est une très bonne question. Je dirais que c'est plutôt du feeling. J'ai des auteurs que je chéris et que j'adore, et j'ai quelques auteurs qui m'ont beaucoup influencée. Mais je suis très éclectique en fait dans mes lectures, dans mes inspirations, dans ce que je vais chercher. Et je pense pas pouvoir dire que je me situe à tel endroit ou vraiment dans tel style. Même, je pense que dans mes écritures, il y a des choses qui sont très positives, un peu comme de la philosophie ou autre chose. Et autant que des fois, je peux être beaucoup plus brute dans mon écriture et être beaucoup plus clash, etc. Enfin voilà. Après, s'il faut vraiment donner des noms, je chéris vraiment très fort Saint-Exupéry, Paulo Coelho et Frédéric Becbédé, qui m'a beaucoup influencée, qui a été... je crois que j'ai commencé à le lire très jeune et c'est un des auteurs qui a participé au fait de me donner envie d'écrire et de me donner ce style un peu quelque part. Vous n'avez d'ailleurs pas pu vous empêcher de le placer dans le livre. C'est vrai. Ouais, mais je l'avais avec moi, donc forcément. Et Floriane? C'est vrai que, comme on vient de le dire, en fait, moi, c'est assez classique, mais je dirais que j'ai lu pas mal de classiques depuis mon enfance. Alors, pas toujours en version originale. D'ailleurs, quand je parle de Victor Hugo, en fait, je crois que j'ai jamais lu une œuvre complète de Victor Hugo parce que je les ai lus quand j'étais trop petite et je les empruntais au CDI de mon collège. En fait, c'était des versions abrégées. Ce que je ne savais pas à l'époque parce que je savais même pas que ça se faisait, en fait, des versions abrégées des classiques. Mais donc, je pense qu'il faudrait que je les relise un jour parce que j'ai probablement des souvenirs de ces œuvres qui ne sont pas l'œuvre originale avec toute la dimension politique, par exemple. Il faudrait que je les relise un jour. Et après, vers 19-20 ans, après mes 2 années de classe préparatoire littéraire, en fait, là, j'ai vraiment eu l'impression de découvrir la littérature contemporaine et de regarder, en fait, ce qui se publie maintenant. J'ai fait des très, très belles découvertes. C'est vrai que mon héroïne s'appelle Leïla, euh, un peu beaucoup pour Leïla Slimani, qui a eu le prix Goncourt pour Chanson douce. Dernièrement, j'ai aussi découvert, dernièrement, il y a 2-3 ans, Laurent Godet et son roman La mort du roi de Sangor m'a beaucoup inspiré aussi pour le côté poétique et le côté un peu mythique, de revenir à quelque chose d'un peu plus mythique, voire mythologique, qui sorte un peu du réel, du quotidien, qu'on avait le droit encore aujourd'hui d'écrire ce genre d'histoire un peu intemporelle. Donc voilà, je ne vais pas faire une liste non plus exhaustive de noms. Très bon choix, pour le coup. J'aimerais connaître votre intention en réalité quand vous avez décidé de sortir un premier livre. C'est toujours quelque chose de particulier. La plupart du temps, c'est quelque chose de très personnel. Euh, Pas forcément pour Floriane, pour celui-ci. Enfin, il ne me semble pas. Mais pour le coup, quelle est votre intention, toutes les deux, pour avoir osé franchir le pas, non seulement sur le terrain poétique pour Brittany et sur un conte, tout simplement, ce qui est plutôt très surprenant pour un premier roman. Là, pour le coup, vous avez frappé très fort, Floriane. Mais pourquoi quelle est votre intention en réalité? Qu'est-ce qui a fait que vous avez tout simplement écrit chacune ce livre-là? Je me lance. Alors, Allez. je ne sais pas vraiment. Alors, je pense que l'univers du conte en général m'inspire beaucoup. Et je suis en train de me rendre compte de plus en plus au fur et à mesure que j'ai d'autres idées de futurs romans, qu'en fait, il y a des éléments de conte qui reviennent assez souvent.
Mais pour ce livre-là en particulier, je crois que c'est vraiment la thématique qui en a décidé ainsi, puisque les 2 premiers romans que j'ai écrits qui n'ont jamais été publiés étaient pour le coup assez ancrés dans le monde réel et pas du tout dans l'univers du conte. Sauf que là, l'idée, c'était d'écrire l'histoire d'une femme défigurée à l'acide. Et une fois que ce sujet était dans ma tête, ça posait un certain nombre de difficultés. Ça restait une histoire très lourde, un peu glauque, que je ne me sentais pas forcément légitime d'écrire. Et quand l'idée d'en faire un conte m'est venue, ça réglait tous mes problèmes, en fait. Il y avait le côté beaucoup plus féerique, ça allégeait. En même temps, ça permettait d'ouvrir le champ des possibles et des questionnements, parce qu'avec un conte, on pouvait se poser plus de questions intemporelles sur la nature humaine, sur le monstrueux, sur l'identité, etc. Et du coup, le conte s'est un peu imposé à moi. Et il se trouve que ça a été un très, très, très grand plaisir d'écrire tout ce qui avait trait au conte aussi. Et après, ça s'est fait tout seul dans ma tête. C'est à partir du moment où c'était sûr que ça allait prendre la forme d'un conte, tout est venu tout seul sans que je le décide. Le palais, les balles, les carrosses, les robes, les masques. Et tout s'est mis en place. Et après, j'avais plus qu'à écrire en quelque sorte. Oui, c'est plus facile à dire qu'à faire quand même. Une Brittany? De mon côté, je pense que c'était plus un besoin en fait, que j'ai eu de faire quelque chose, vraiment de mettre dans la matière tout ce que j'avais un petit peu accumulé, écrit depuis pas mal de temps. En fait, j'avais déjà essayé d'écrire des romans, sauf que c'est un exercice qui est totalement différent et en fait, je me sentais plus à l'aise dans l'écriture courte. Donc, j'ai commencé par là parce que c'était plus évident pour moi. Et en fait, à partir du moment où j'ai commencé à reprendre un petit peu tout ça, à retravailler, à créer le style à l'intérieur, et tout ça, ça m'a semblé évident. C'est devenu assez fluide, etc. Et du coup, voilà. Est-ce que c'était aussi une forme de matérialisation du compte Instagram, de ce qui s'y trouvait? Est-ce qu'il fallait s'en extraire? Est-ce que vous vouliez vous en extraire? Ou au contraire matérialiser véritablement toute l'écriture que vous aviez accumulée et le retranscrire de manière différente dans un recueil? Alors, ce qu'il y a dans le recueil n'est pas forcément sur Instagram, et ce qui est sur Instagram n'est pas forcément dans le recueil. Je voulais pas faire le but n'était pas de faire un copier-coller du conte, étant donné que le conte est disponible, il est là, il est ouvert à tout le monde. Donc, si je faisais un livre, il fallait forcément que ce soit quelque chose d'assez différent, mais qui tienne quand même dans la même ligne et dans le même esprit. Et en fait, à la base, j'avais créé ce compte pour voir justement si mon écriture pouvait toucher des personnes, si ça pouvait plaire, si ça pouvait marcher. En fait, juste pour on parlait de confiance tout à l'heure. Je pense qu'en fait, j'ai créé ce compte juste pour me donner un peu de confiance et de me dire, au moins, j'aurai des retours. Et là, ce sera vraiment concret, même si c'est virtuel. Donc, c'est parti de là. Et je pense qu'effectivement, c'était plus évident pour moi de partir de ça et de créer quelque chose à partir de là et ensuite pour pouvoir m'émanciper et faire quelque chose de totalement différent. Comme là, je suis en train de travailler sur un roman qui est du coup vraiment une histoire de A à Z et qui a un exercice qui est très différent. Et là, du coup, ce sera encore autre chose. Parce qu'il y a un petit peu de roman aussi dans Fragment. Il y a quand même certaines parties qui sont plus en prose, qui sont moins dans l'univers poétique, justement, et ces parties-là sont extrêmement bien faites. Donc je me suis posé aussi cette question en le lisant, en me disant, est-ce que véritablement le roman peut être aussi une voix aussi différente pour vous exprimer? Totalement, ouais. Donc c'est le cas. C'est en travail. Ok. Sandra? Oui, désolée, c'est encore moi, mais j'avais une question pour Floriane. J'ai commencé votre roman et je me posais la question, enfin ça m'a frappée en fait dès le départ puisque je savais que je rentrais dans un conte. Et en fait, souvent on rentre dans un conte par la formule Il était une fois ou une formule euh, proche en tout cas. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas en fait utilisé, vous n'avez pas choisi d'utiliser cette formule pour finalement inclure tout de suite le lecteur justement dans le système du conte?
C'est une très bonne question. Je ne sais pas, j'ai pas l'impression d'avoir décidé ou pas. En fait, c'est drôle parce que je pense que c'est a posteriori que je me suis dit, en fait, j'ai écrit un conte, c'est l'univers du conte, etc. Et au moment où je l'écrivais, bien sûr que je savais qu'il y avait des éléments du conte, mais je me suis pas dit aussi clairement que je le dis aujourd'hui, j'écris un conte pour adultes. En fait, j'écrivais une histoire, et il se trouve que cette histoire relevait un peu du conte, mais ça je crois que le mot conte et tout ce qu'il implique était moins présent à mon esprit au moment où je l'ai écrit qu'il l'est maintenant ou qu'il a pu l'être après au moment de la relecture, de la correction. Et il se trouve que le tout début, avec cette première phrase, on a défiguré la princesse, m'est venu très très vite. Et vraiment, c'était ça. J'ai corrigé beaucoup de choses après, mais le début, on a défiguré la princesse, la rumeur s'est répandue sur le royaume, ça a tout de suite été ce début-là et j'aimais bien l'idée de commencer avec une phrase très forte, que le Il était une fois qui prend le temps de poser son cadre. Là, j'avais envie d'attraper le lecteur en une phrase, comme si je voulais qu'on entende presque dès la première phrase le bruit des sabots des chevaux lancés au galop et qu'on sente le malheur et la course qui était là dès les premiers mots. Ce qui était peut-être un petit peu moins possible avec le Il était une fois parce que souvent ça pose le cadre. Et ensuite, il y a l'élément de perturbation. Et là, en fait, moi, je commence avec l'élément qui perturbe tout et qui en même temps lance le tout. Donc, j'imagine que c'est simplement pour ça. Peut-être que j'aurais pu le faire, effectivement. Si j'y avais pensé, je l'aurais peut-être fait pour des raisons de clarté, pour tout de suite bien montrer au lecteur, oui, c'est vrai, c'est un conte. Mais je ne le savais pas au moment où j'écrivais, donc je n'ai pas pu faire ça. Est-ce qu'on pourrait d'ailleurs faire un pitch des deux livres avec les autrices, bien sûr, puisque le pitch des autrices est souvent différent des éditrices, mais on fera peut-être le distinguo tout à l'heure. Allez, on y va avec Brittany. C'est difficile, hein, un pitch sur un recueil de poésie. C'est difficile. Je vous mets dans l'embarras, je sais. Ok, alors je dirais que ce recueil reprend l'évolution qui a été la mienne durant pas mal d'années, durant ces 10 dernières années, au travers de rencontres, d'expériences, de voyages, de déménagements et de toutes les choses dont peut être peuplée la vie, et notamment du chemin en fait spirituel qui en a découlé et ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui. Voilà. Et Floriane, alors? Alors, du coup, La Belle et la Bête, c'est l'histoire d'une princesse défigurée à l'acide par un inconnu, qui n'aura pas beaucoup d'importance d'ailleurs par la suite. Ce qui est important, c'est vraiment elle et son chemin de reconstruction. Et donc, pour se reconstruire, elle décide qu'elle va se rendre à tous les bals du royaume en cachant son visage sous des masques somptueux, comme on le voit sur la couverture, à chaque fois en faisant un peu plus et toujours plus travaillé, plus grandiose, jusqu'à un certain point, puisqu'évidemment, ce n'est pas une solution à long terme pour toute la vie. Mais voilà, on la suit au travers de ces bals jusqu'à ce qu'elle se sente prête à accepter son visage, voire à le montrer. Et donc voilà, il y a toutes les relations qu'elle développe ou qu'elle a déjà avec d'autres personnages comme ses sœurs, avec son père, le sultan, avec le fou du sultan Iago et d'autres. Il y a dans le recueil de Brittany, il y a cette évolution quand même à des âges différents qui sont ponctués par les différents chapitres. C'était une volonté claire de faire un recueil véritablement évolutif pour montrer à quel point vous évoluiez tout simplement, mais avec vos émotions, votre passion, vos désirs de manière totalement différente, ou en tout cas qui soient différentes, oui, qui soient différentes. En fait, ça s'est fait petit à petit. J'ai voulu, en fait, j'avais pas envie de faire juste un recueil avec des textes épars comme ça. Je me suis dit qu'il était quand même important de lier ces textes, d'avoir comme un fil conducteur tout au long du recueil. Et en fait, bon, il y a des textes qui ont été écrits il y a plusieurs années que j'ai retravaillés, etc., mais qui sont à la fin, alors que normalement, la fin, c'est là où je suis plus âgée. Enfin, les textes restent mélangés quand même avec une certaine thématique, mais effectivement, il y a quand même une évolution qui est là et surtout une évolution de la pensée
en fait, qui a été l'évolution de ma pensée personnelle, vu que ce recueil est quand même très personnel. Mais j'ai oublié la question, je suis désolée. Non, c'était ça, c'était pour savoir si véritablement c'était une volonté de... En fait, vous n'avez pas retranscrit le langage à différents âges. Le langage est le même sur tout le recueil, que vous ayez, je ne me rappelle plus des âges précisément, mais je crois que c'est 7, 5, 10, 15, 20, 25. Non, ça commence à 9. 9, 9, 15, 18, 23, 25. Le langage n'évolue pas. Voilà. Mais par contre, le cheminement, oui. On n'a pas parlé de la mise en page, mais la mise en page, elle est quand même extrêmement importante pour le coup et surprenante puisque ça part dans tous les sens. Il y en a partout, dans tous les coins de page, à l'envers, à l'endroit, en miroir. Il y a des lettrines un petit peu aussi partout, des changements de police, des changements de mise en page qui sont surprenants et extrêmement agréables à regarder et à lire. Pourquoi ce choix-là d'avoir, oui, fragments, bien sûr, mais pour le coup, là, c'est véritablement très éclaté, ce qui est, à mon sens, j'ai jamais vu aucun ouvrage aussi éclaté sur la forme. Donc, pourquoi ce choix-là? Est-ce que vous êtes mis évidemment d'accord avec l'éditrice, avec Katia, mais pourquoi ce choix aussi fort? En fait, on ne s'est pas mis d'accord parce que je lui ai envoyé le manuscrit avec déjà ce travail de Ah oui. police. Après, forcément, j'étais prête à, selon si ça plaisait ou non, à modifier des choses, à changer un petit peu. Bon, par chance, ça a plu. Et en fait, je trouve que on peut faire énormément de choses avec la langue, surtout la langue française qui est juste magnifique. Et en fait, on peut jouer beaucoup avec les mots, avec le sens, avec des petites nuances comme ça, mais quand on lit un livre, je trouvais que ça donne aussi une autre dimension à l'écriture parce que quelquefois dans un mot, il peut y avoir plusieurs mots et en fait, quand il y a une double lecture, le fait de mettre un peu d'italique par-ci ou de juste souligner quelque chose pour montrer un petit peu plus la pensée ou l'appuyer ou faire des sous-entendus, des choses comme ça, ça a apporté quelque chose en tout cas à l'écriture et en fait, je me suis éclatée à faire ça et j'ai pris beaucoup de plaisir et j'étais contente du résultat. Et donc, en tout cas, ça m'a parlé et j'espérais que ça parle aussi aux gens. Éclaté, c'est le mot Je, juste, en effet. je rebondis là-dessus, effectivement, et je crois que l'expérience qu'on a eue avec Brittany ressemble beaucoup à l'état d'esprit de la collection. C'est une collection que j'ai souhaitée profondément libre et profondément originale. Et c'est vrai que Brittany, quand on a commencé à discuter du projet, m'avait prévenu qu'elle avait déjà une mise en page bien à elle en tête. Et puis, elle a la chance d'avoir le talent et les ressources graphiques pour avoir fait ce travail elle-même, alors que on est armé en interne avec les brillantes Charlotte et Colline pour faire un travail pareil. Et en fait, Brittany est venue avec sa proposition. Et sa proposition m'a énormément parlé parce que les gens avaient une cohérence éditoriale. Effectivement, avec un titre comme Fragment, on s'attend à quelque chose de profondément fragmenté. Enfin, on aurait été déçus de trouver des alexandrins derrière. Et moi, je suis une amoureuse des alexandrins. Je suis une amoureuse de la poésie classique. Donc, c'est pas du tout moi qui critiquerais ça. Mais c'est vrai qu'avec une proposition pareille comme Fragment, on s'attendait à une maquette surprenante. Et Brittany, sa maquette, elle n'est pareille à nulle autre. C'est-à-dire que là, on a le deuxième titre de la collection. Ben, je le montre, il est là. Qui sera en librairie très prochainement. C'est Viande à viol. Pareil, un titre incroyable. On aura, j'espère, l'occasion d'en discuter une prochaine fois, qui n'a pas du tout la même mise en page. On est complètement sur autre chose. Le prochain titre qui paraîtra en septembre, pareil, on est allé dans un autre univers. La poète est également illustratrice, donc on va avoir des petites illustrations minimalistes qui vont s'insérer dans la maquette, un peu ce qui va nous rapprocher un peu d'un Rue Picaor, par exemple. Voilà, donc, et le recueil d'après, ce sera encore autre chose. Donc, il y a vraiment cette volonté d'authenticité. Nous, on veut vraiment respecter la liberté de nos auteurs et de nos autrices et être aussi malléable dans cette forme qui est censée être à l'image du propos que tu souhaites défendre. Je pense à Brittany. C'était la parfaite adéquation, le fond et la forme.
sont cohérents et c'est quelque chose qui nous a plu. Et il n'y a pas de raison de dire, bah non, c'est nous qui faisons en interne, si on a une autrice avec une proposition aussi qualitative et qui s'exprime aussi bien finalement. Donc là-dessus, Hors des lignes suit complètement ces poètes et poétesses dans toutes leurs envies. Et puis on est là pour travailler avec eux. Et effectivement, ça soit en complicité. Brittany a raison. On aurait pu en discuter. Bah non, ça colle pas. Mais en fait, là, ça collait. Mais bien sûr, on y va. D'ailleurs, Émilie demande à quoi ça ressemble. Alors, je ne peux pas le montrer pour ma part parce que j'ai le fond et on ne le verra pas. Mais si Katia ou Brittany peuvent montrer la mise en page, Ouais, alors, si on arrive à voir. Alors, moi, alors, donc là, j'essaie de caler. Ouais. C'est un peu flou, mais vous voyez au moins la mise en page. Alors, évidemment, je tourne les pages au hasard, mais vous avez du calligramme, vous avez de la mise en abîme, vous avez du jeu sur les blancs, vous avez de l'effet miroir. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup de choses différentes, oui. Ça, Tout à fait. c'est une évidence. Mais On c'est vrai que parlera c'est aussi on parlera aussi de Viande à viol tout à l'heure, bien sûr. On parlera des derniers titres parus et prochains à venir. Donc, on fera aussi un point peut-être sur la mise en page, la nouvelle mise en page pour celui-ci en tout cas. Avec plaisir tout à l'heure, Katia. Et Floriane, je ne me rappelle plus de la première question que j'avais posée à Brittany, mais, mais je ne sais plus. Quelqu'un peut nous aider, s'il vous plaît. On s'écoute parler, en fait. Oui, le pitch, oui, c'était ça. Mais pour le coup, non, c'était pas ça. Non, c'était pas Je crois ça. qu'après, on était parti sur la mise en page et c'est vrai que bon, moi, comme c'est un C'est ça. roman, c'est pas très intéressant la mise en page. Non, c'était pas sur ça, c'était plutôt sur vos thématiques, en fait, Floriane, où là, pour le coup, il y a quand même beaucoup de thématiques, que ce soit la place de la femme dans nos sociétés ou le terrorisme, tout simplement, même si là, pour le coup, dans un conte, c'est plutôt habile d'avoir utilisé le terrorisme comme vecteur. Euh, c'est quoi vos thématiques? Pourquoi ces thématiques-là? Qu'est-ce qui mue chez vous? Qu'est-ce qui impacte? Qu'est-ce qui est impactant chez vous pour avoir choisi ces thématiques-là? C'est une très bonne question, un peu difficile, parce que disons que vraiment, le point de départ, c'était une femme défigurée à l'acide, et un peu l'horreur de cet acte assez misogyne, il faut bien le dire. Et comment peut-on se reconstruire comme ça? Comment elle peut arriver à vivre alors que finalement, c'est ce qu'on a voulu l'empêcher de faire en la défigurant, en lui disant d'une certaine façon, tu seras tellement laide maintenant que de toute façon, tu n'as plus ta place sur Terre, tu pourras plus jamais te montrer, donc tu peux t'enfermer dans une maison, c'est ce qu'on attend de toi et attendre la mort tranquillement. Donc, il y avait ce côté un peu féministe. Et en même temps, pour les autres thématiques, j'ai l'impression que c'est venu au fur et à mesure de l'écriture et les réflexions sur l'art, sur le monstrueux, sur la question de l'image, de l'importance de l'image en général, sur les questions de politique et à quel point on peut s'aveugler soi-même, que j'ai un peu plus développé avec le personnage du sultan. Les questions de terrorisme aussi et à quel point, bah, encore une fois, on peut s'aveugler soi-même en disant ça se passe loin, là-bas, hors de notre pays, ça ne nous concerne pas, c'est grave, mais au fond, c'est loin, donc c'est pas très grave. Cette idée qu'on peut fermer la porte à certaines idées ou à certaines guerres, certaines choses un peu difficiles, sous prétexte que ça se passe loin, alors qu'au final, pas toujours. Et donc, j'aimais bien aussi parler de tout cela sans juger personne, parce que je pense, en tout cas, j'ai essayé de montrer les angles morts de chacun, les angles morts de Leïla aussi, des fois, quand elle essaye d'instrumentaliser l'image d'elle-même dans la presse, mais où elle ne se rend pas compte que ça ne la rendra pas forcément heureuse à l'intérieur. Les angles morts du sultan, on apprend des choses un peu sur le passé, sur une guerre passée, notamment un royaume qui était déjà tombé aux mains des barbares. Et le sultan qui avait essayé de faire un peu quelque chose, mais finalement qui n'avait pas pu et qui s'était résigné. Voilà, les angles morts de chacun dans une grande humanité. Vraiment, le but, c'était pas d'accuser qui que ce soit, c'était d'essayer de brasser
la petite et la grande histoire et toutes les questions qu'on peut se poser, toutes les faiblesses qu'on peut avoir, mais avec beaucoup de tendresse, beaucoup de compassion pour les gens qui se trompent et qui doivent porter ça après toute leur vie. Il y a Anthony, quelque... Oui, pardon, je peux me permettre de rebondir juste sur bien ce que sûr. vient de dire Floriane. Tout à l'heure, voilà, tu posais la question des thématiques qui étaient brassées dans chacun des titres. Et ce que j'apprécie énormément dans le conte que nous propose Floriane, c'est que je pense qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Si vous voulez vivre une expérience littéraire, c'est un bijou de poésie. C'est aussi un petit conte philosophique, effectivement, comme tu venais de le dire, c'est-à-dire que tu poses des questions comme tout bon philosophe et tu proposes des pistes pour y répondre. Et puis, il y a aussi le côté, moi, qui m'a énormément plu à titre personnel, c'est la mise en abîme littéraire, parce que Florian évoque d'autres titres fameux de la littérature pour poser ces questions-là, effectivement, de la monstruosité, de la beauté, de la place de la femme, de l'effet miroir, etc. Donc, c'est vrai que le conte de Florian a plusieurs niveaux de lecture, ce qui est tout à fait le cas du recueil de Brittany également, mais c'est vrai il y a une sorte de chambre d'écho qui se joue et on vit une expérience, et je sais que c'est les retours qu'on a eus sur ton compte, Florian, des personnes qui sont ressorties complètement déboussolées de cette lecture parce qu'ils ne s'y attendaient pas. On y va pour lire une histoire ou on y va pour apprendre quelque chose, et en fait on ressort la tête à l'envers parce que, mais mon Dieu, on ne s'attendait pas à être bousculé à ce point, et c'est ça qui est très fort, et c'est un petit peu l'objet de ce qu'on veut mettre en avant dans nos collections, c'est des expériences. Et d'ailleurs, c'est le cas pour toi, Brittany. Là, j'avais le retour d'Alexandre de Carnet de Bordel qui en parlait, qui disait, mais waouh, moi qui ne suis pas un lecteur, je peux pas tenir 5 minutes sur la même lecture, je l'ai dévoré parce que je sentais que j'étais en train de vivre un moment exceptionnel et c'était une parenthèse dans laquelle j'étais engloutie, et on en ressort, je pense, différent. Voilà, c'était ma petite parenthèse. Et ce qui pourrait aussi vous rassembler toutes les deux, c'est véritablement le plaisir que vous avez eu à écrire. J'ai eu l'impression que Floriane, et on le sent avec ce sourire malicieux quand elle décrit le conte, véritablement, on sent que il va y en avoir beaucoup d'autres. On sent que vous avez peut-être mis votre patte là-dessus et que vous n'allez pas lâcher le conte de sitôt. Et pour Brittany, on sent aussi que il y a du plaisir à jouer avec les mots, à jouer avec la mise en page. C'est un petit peu ça, une sorte de jeu de piste aussi, puisque le recueil est un petit peu formulé ainsi. Euh, est-ce que c'est ça les littératures? Est-ce que pour vous, c'était pas une souffrance? Ça, j'ai bien l'impression que non. Mais c'est vraiment un pur plaisir d'écriture et ça peut être clairement jouissif. Ouais. Je dirais que non, c'est énormément de plaisir. Je pense on peut pas écrire si c'est pas vraiment quelque chose qu'on affectionne tout particulièrement et qui nous fait vibrer. Par contre, il y a de la souffrance aussi quelquefois, dans le sens où quelquefois on a l'impression de ne pas écrire ce qu'il faut, de ne pas réussir à passer un cap ou un chapitre ou quoi que ce soit. Et c'est pas forcément toujours facile, mais c'est vrai qu'à la fin, quand on a réussi, ou en tout cas quand on a eu le sentiment d'écrire ce qu'on avait à dire et de parvenir à s'exprimer vraiment de la manière dont on voulait le faire, c'est un bonheur incomparable, en tout cas pour ma part. Enfin, je rejoins un peu Brittany là-dessus sur le fait que, oui, le fait d'écrire même, et quand on arrive enfin à dire ce qu'on voulait dire, même parfois, non pas au moment où on a écrit, mais à un moment un peu plus tard où on corrige, et finalement, il y avait juste ce mot-là en trop, il faut l'enlever, et ça y est, c'est pile cette phrase-là. Là, c'est un bonheur indescriptible. Et en même temps, il y a un petit peu de souffrance, mais la souffrance, elle n'est pas liée à l'écriture même, elle est toujours liée à quelque chose qui est autour. Moi, je sais que j'adore écrire le premier jet d'écriture, mais j'ai toujours une espèce de petite angoisse de me dire si au moment je m'arrête, peut-être que cette histoire, je la terminerai jamais. Parce que, et notamment La Belle et la Bête, je l'ai écrit en 2 grosses phases et il y a eu plusieurs mois d'arrêt entre ces 2 gros moments. Et je me dis toujours, bah, ça se trouve, je vais jamais reprendre, je vais jamais le terminer parce que finalement, j'aurai plus la force, j'aurai une autre idée. Il y a la vie qui reviendra, d'autres obligations. Ça, c'est un peu une forme de souffrance. Et puis, de temps en temps, c'est vrai que c'est juste, ça ne marche pas. Pas trop au moment de l'écriture, mais au moment de la correction,
des fois, bon, c'est horrible, ça vient pas, ça ne marche pas. Et bon, quand on a relu 20 fois, 30 fois un paragraphe et qu'on l'a lu à haute voix et qu'on l'a lu dans sa tête et que vraiment on n'entend plus rien de la musique des mots, bon, c'est un petit peu frustrant. Et ce qui est drôle, c'est que des fois, c'est pas les passages auxquels on s'attendait. Disons que les passages que j'ai pris le plus de plaisir à écrire au moment où je les ai écrits, par exemple avec le fou du sultan, ça a été les passages qui, au contraire, m'ont posé le plus de problèmes au moment de la correction, parce que ça partait trop dans tous les sens. Peut-être c'est pour ça que j'ai pris autant de plaisir à l'écrire, parce que je suis partie dans tous les sens. Et au moment où il fallait cadrer un peu, là c'était un peu plus dur. Mais bon, ça finit par fonctionner. Puis heureusement, il y a le travail avec l'éditrice, justement, qui permet aussi de rassurer, de polir un peu plus, d'orienter tout ça. Alors justement, le travail avec l'éditrice, et Katia notamment, et alors Paloma, mais je crois qu'elle elle n'est pas là, mais pour le coup, comment c'est défini ce travail-là entre vous deux, tout simplement, entre l'éditrice et l'autrice, puisque là, j'imagine que ça n'a pas dû être simple. On vous présente un conte avec un titre qui fait référence évidemment à La Belle et la Bête, mais de manière différente. Comment vous l'avez perçu, Katia? Comment vous avez travaillé avec Floriane pour l'orienter? Est-ce qu'elle l'écrivait trop? Est-ce qu'au contraire, elle n'écrivait pas assez? Elle ne développait pas assez? Comment ou alors tout était parfait dès le début, hein, ça c'est possible Ouais, aussi, hein. mais en fait, c'est un petit peu ça la réponse. Pourquoi? Parce que, effectivement, chaque expérience avec chaque auteur est complètement différente. Et là, c'est vrai que je ne veux pas faire une réponse de Normande, mais avec Brittany et Floriane, on est quand même sur des cas d'école de petites pépites, quoi. C'est des amours, toutes les deux. Je pense que vous captez un peu leur vibration ce soir. C'est des petits anges. Ça s'est très bien passé. Moi, je n'ai pas fait le premier travail éditorial sur le titre de Floriane. C'est Paloma qui l'a fait. Pourquoi? Parce que Paloma est une éditrice excellente, brillante, et qu'elle était assez proche de Floriane. Moi, je suis arrivée en backup pour avoir ce recul que Paloma peut-être parfois n'avait pas. Et c'est vrai que sur ma relecture, voilà, je suis venue cibler des petits points qui me paraissaient importants. Et puis parfois, enfin, Floriane le dit bien, parfois ça se joue à un mot, et c'est toute la beauté, c'est la substantifique moelle de notre travail. Sur un manuscrit d'une qualité comme celui de Floriane, ça se jouait souvent à un mot, en fait, dans une phrase. Je pense que les syntaxes étaient excellentes. Elle avait déjà tout le vocabulaire, elle a le style, elle a vraiment posé son décor. C'était très fluide, très simple. Et c'est vrai que ça s'est joué, vraiment, on a tricoté, quoi. On a vraiment tricoté. Et donc là-dessus, le travail, c'est que du bonheur. Et c'est pas le cas de tous les titres, vraiment, je le dis. Enfin, on n'édite pas pareil un roman qu'on édite un recueil de poésie, qu'on édite un livre pratique, qu'on illustre, qu'on travaille une bande dessinée. Enfin, je veux dire, c'est un travail éditorial qui est absolument différent en tant que tel. Et puis après, il y a le rapport avec l'auteur qui peut complètement transformer l'expérience. Et la chance qu'on a eue avec Brittany et Floriane, alors Brittany, c'est vrai que ça a été plus un one-to-one parce que j'ai travaillé son recueil dès le début. On a été vraiment toutes les deux de A à Z. Pour Floriane, ça a été autre chose et qui était tout aussi intéressant. J'ai laissé le travail se faire avec Paloma, à qui je faisais parfaitement confiance. Et puis de toute façon, j'étais séduite à l'origine par le manuscrit de Floriane. Je savais qu'il n'allait pas du tout poser problème. Et ensuite, j'ai apprécié je te lâche l'anecdote, t'es pas au courant, Floriane. Moi, j'ai corrigé ton livre sur du Mozart, en fait. J'ai écouté du Mozart, je me suis posée dans une ambiance. Voilà, j'ai voyagé avec toi, j'étais vraiment ailleurs. Et c'est vrai que c'était un petit plaisir, quoi. C'était un petit plaisir de travailler dessus. Et vraiment, mon travail là-dessus, je le dis avec l'humilité qui me caractérise, mais il a été vraiment à la marge parce que le manuscrit, il était extrêmement qualitatif en soi. Paloma avait fait du très bon travail et moi, je suis vraiment venue essayer de prendre un peu de hauteur par rapport à tout ça pour essayer voilà, de cibler les quelques points qui pouvaient éventuellement être améliorés. Et je pense qu'on est arrivé à un résultat formidable, que Floriane est contente. Voilà, il n'y a pas le mythe de l'éditeur qui vient avec son stylo rouge et qui fait des grosses ratures. C'était pas du tout l'idée. Vraiment, ça a été un travail en complicité, vraiment du tricotage. Et ouais, le travail éditorial, il est extrêmement précieux parce qu'un éditeur, ça reste le premier lecteur, en fait. Un auteur, une autrice a son projet et parfois manque un peu de recul. Et l'éditeur est là aussi pour faire le tampon. On est le dernier rempart avant l'arrivée en librairie. Donc, il y a évidemment le travail de correction que je ne cite même pas. C'est la base. Mais il y a aussi, nous, ce qu'on peut apporter aussi en interne. Et en fait, on l'a très peu fait sur les titres de Brittany et Floriane parce qu'elles sont déjà
très, très expérimentés dans leur talent littéraire. Mais c'est vrai que nous, c'est l'apport qu'on peut apporter aussi en littérature, de venir apporter une sorte de nouvel éclairage sur la langue, de proposer des reformulations où ça se discute, en tout cas. Mais voilà, sur certains titres, on peut carrément retravailler la chute du livre. Enfin, l'éditeur a un rôle qui peut aller jusque-là. Et puis, je ne parle même pas du titre, et j'en passe. Il y a vraiment un travail très important. Mais c'est vrai qu'avec Brittany et Floriane, le travail, il a été vraiment tout doux, parce que elles avaient déjà des projets très complets, très solides, et elles avaient juste besoin de l'accompagnement éditorial, de la complicité. Et effectivement, nous aussi, voilà, évidemment, ce qu'on a fait, c'est le travail d'impression, de fabrication avec l'imprimeur pour arriver à des objets d'une qualité pareille. Et je ne parle pas de la diffusion. Voilà, on a un super diffuseur, c'est Dilisco, qui fait que les recueils de Brittany et romans de Floriane sont disponibles autant dans la librairie de quartier que dans les grandes surfaces, en France, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, au Québec. Enfin voilà, nous aussi, on est garant de cette diffusion-là pour donner les meilleures chances à ces autrices de rencontrer leur public. Et justement, sur les titres, j'aime toujours savoir comment se créent les titres. Alors, j'imagine qu'il y a peut-être moins de débat pour Brittany que pour Floriane. Je pense que Fragment était une évidence. Peut-être que je me trompe, mais je ne pense pas Non, forcément. tu te trompes pas, Anthony. Non, mais de toute façon, pour ces deux titres, ça rejoint un tout petit peu le propos que j'avais avant. Quand on a des autrices qui ont une intuition aussi pertinente, nous, on les suit. On va pas se battre pour se battre parce qu'on a la prérogative de la forme en tant qu'éditeur, ce que je précise. L'éditeur a le dernier mot sur le titre et sur la couverture. Par contre, nous, on travaille en bonne intelligence. Brittany avait un titre parfaitement à la hauteur. Après, voilà, on a Brittany, voilà, quand on a travaillé ce titre, elle savait qu'elle rentrait dans une collection qui existait, donc il y avait un principe graphique. Enfin voilà, effectivement, elle rentrait dans un moule qui existait déjà. Mais le titre était absolument incroyable. Moi, je la suis là-dessus. Et puis pour Floriane, pareil, elle avait son titre. Évidemment qu'elle avait son titre. Voilà, elle avait ce jeu de mots incroyable. On la suit là-dessus. Mais ce qui n'est pas le cas à 100%. Et sauf qu'on est sur une table ronde avec des autrices incroyables. Et ça ne veut pas dire que les auteurs qui n'ont pas le bon titre ne sont pas incroyables aussi. C'est juste que parfois, comme je le disais à l'instant, l'auteur peut avoir une bonne idée, mais qui a une bonne idée pour lui et ses copains autour d'un verre. Ah bah oui, le jeu de mots, il est trop cool. Mais en fait, nous, on doit penser au-delà de ça. On doit penser au lecteur qui rentre en librairie et qui ne comprendra pas la petite blague, qui ne comprendra pas le jeu de mots. Et il faut qu'on trouve le titre le plus adéquat. Donc, l'éditeur a ce rôle très important à jouer. Par contre, on est absolument à l'écoute de nos auteurs et autrices. Et quand on a des autrices comme Brittany et Floriane qui arrivent avec un titre qui envoie du lourd comme cela, bien sûr qu'on les suit, bien sûr. Floriane, j'avais une question pour vous, notamment sur ce conte, parce que véritablement, on sent que vous avez beaucoup de choses à dire. On sent qu'il y a derrière aussi beaucoup de dénonciations, qu'il y a cette envie de pousser un petit peu les murs. Est-ce que le conte, c'est véritablement la voie royale pour pouvoir tout exprimer? Je ne sais pas si c'est la voie royale. En tout cas, je ne pense pas que je me le suis dit comme ça. Mais maintenant qu'on commence à me le dire plusieurs fois, justement lors de ce type de rencontre, plus j'y pense, plus je me dis que peut-être que oui, en fait, c'est vrai, que c'est la voie royale, parce qu'on peut offrir un autre imaginaire. Parce qu'au final, peut-être qu'on ne se pose pas assez la question dans certaines luttes aujourd'hui, dans certaines revendications, de la question de ce qu'on imagine. Et ce qu'on imagine aussi, c'est politique. On pense que l'imagination, ça peut partir très très loin, ça peut être totalement détaché du réel, sauf que ça ne l'est jamais totalement. Ça s'inspire quand même toujours du réel. Et du coup, il y a un moment, si on veut changer la réalité, il faut proposer aussi d'autres imaginaires. Et oui, du coup, j'avais envie, tout en douceur, de créer ce monde, par exemple, puisque c'était un monde que j'imaginais, où c'était le fiancé de Jasmine, par exemple, donc Jasmine, qui est la sœur de l'héroïne, qui va venir la rejoindre dans son pays pour l'épouser parce que c'est elle la figure politique et non pas l'inverse qu'on voit un peu plus souvent où c'est la femme qui suit son bien-aimé dans son pays ou dans sa carrière. Et c'est des petites choses comme ça où il n'y a pas besoin de le dire fort, il n'y a pas besoin de crier, il n'y a pas besoin d'accuser qui que ce soit, mais juste de proposer cette possibilité dans un monde où ça paraît normal en fait. Et je pense que ça, c'est des petites graines semées dans l'imaginaire qui vont finir par infuser et peut-être un jour trouver leur place en douceur dans le monde réel. C'est d'une Et que grande le conte intelligence, oui. C'est d'une grande intelligence et c'est vrai que l'absence de localisation, de temporalité
fait aussi clairement écho à ce que vous dites. C'est ce qui nous amène à nous projeter un petit peu plus loin dans différentes sociétés. Alors la question est peut-être indiscrète, mais est-ce qu'il y a une société à laquelle vous avez pensé en écrivant? Est-ce qu'il y a certaines régions auxquelles vous pensez? Oui, il y en a plusieurs. En fait, le point de départ, c'est quand j'ai lu un article sur des femmes défigurées à l'acide en Inde. Du coup, en fait, dès le début, pour moi, ça allait être assez oriental parce qu'en fait, j'avais l'Inde en tête, mais je voulais quelque chose de plus oriental, flou, pour que ça rejoigne l'univers du conte et parce que je ne connais pas vraiment le contexte socio-économico-politique de l'Inde. Et du coup, pour moi, c'est une espèce dans ma tête, j'imaginais une espèce de grand empire perse qui allait un peu du monde arabe à l'Inde, en passant éventuellement par un petit bout d'Afrique. Et c'est dans ce monde-là, cet imaginaire-là, que ensuite j'ai été puiser concrètement des prénoms, par exemple. Je pense que je me suis un peu inspirée voilà, de Salman Rushdie, pour le coup, qui est d'origine indienne. Mais j'ai aussi pensé à un livre que j'avais lu sur une femme qui décrivait le quotidien sous les talibans en Afghanistan, à Kaboul, dans les années 90. Il y a aussi le prénom Chiara vient du roi lion, donc là c'était plus des origines un peu africaines. Donc j'ai mixé un petit peu, voilà, c'est cette espèce d'univers oriental. Évidemment, les mille et une nuits étaient très très présentes. Donc finalement, c'est un imaginaire qui est aussi inspiré d'autres imaginaires plutôt que de la réalité, ce qui permettait d'autant plus de brouiller les pistes et de faire quelque chose de flou et d'inventer mon propre monde avec ses règles spécifiques aussi. Et en restant dans les Disney, on pense forcément aussi à Aladdin. Oui, bien sûr. C'est sûr que, bah, d'ailleurs, pour la petite anecdote, en fait, au début, le fiancé de Jasmine s'appelait Ali. Et c'est au moment de la Prince correction Ali. que soudain, je me suis dit, oh mon Dieu, Jasmine et Ali, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est comme dans Aladdin, ça va pas du tout. Les gens vont penser qu'à ça, ils verront plus mes personnages. Du coup, j'ai changé. Je sais plus d'ailleurs quel prénom je lui ai donné. Ça a été un moment une source de confusion avec mon éditrice, puisque à un moment, on parlait d'un personnage et en fait, moi, j'avais oublié que j'avais changé le prénom. Du coup, on parlait pas de la même personne. Et elle a fini par comprendre et elle m'a dit, mais non, mais de qui tu parles en fait? Là, ça ne correspond pas à ce que tu dis. Et c'est parce que moi, j'avais changé un prénom pour cette raison-là. Parce qu'en fait, je m'apercevais que dans mon inconscient, oui, on voyait trop pour le coup d'où venait l'inspiration et qu'il fallait changer, rebrouiller les pistes. Brittany et Floriane, euh, comment vous écrivez? Alors Floriane tout à l'heure a dit qu'elle avait écrit en deux phases l'ouvrage, mais comment vous écrivez? On a tendance à penser que les poètes écrivent la nuit, tard le soir. C'est souvent un leurre, une légende urbaine, peu importe, mais comment vous écrivez? Est-ce que vous raturez beaucoup? Est-ce que ça jaillit tout seul? Comment vous exprimez votre littérature? Euh, vous allez rire, mais j'écris beaucoup tard le soir, la nuit. En fait, ça dépend de ce que j'écris. Il y a des textes qui vont plutôt sortir la journée, ou parce que il va avoir besoin de sortir à ce moment-là. J'ai toujours un petit carnet avec un stylo dans mon sac ou sur moi. Et sinon, bien souvent, c'est quand je suis au calme chez moi et que voilà, donc c'est pour ça que c'est souvent le soir aussi. En tout cas pour ces textes-là. Donc, je dirais que ça dépend. Je n'ai pas vraiment de choses qui soient fixes et déterminées. Ouais, ça dépend aussi. Disons que j'écris aussi un petit peu des poèmes ou des nouvelles. Pour des formes plus courtes, je peux écrire tard, le soir, un peu, ou un peu comme ça dans la journée quand je trouve un moment. Pour les romans, j'avoue que j'ai besoin d'avoir des... Je fonctionne plus par gros blocs parce que j'ai l'impression d'avoir besoin de, voilà, pendant quelques jours, je ne pense qu'à ça, je ne fais que ça. Du coup, il faut pouvoir me libérer un moment, une semaine complète. Donc, je peux travailler, bah, par exemple, quand j'écrivais La Belle et la Bête, en fait, j'ai été en master en Angleterre. Et donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que pendant 2, 3 semaines, j'ai fini tous mes essais, tous mes devoirs, tous les trucs que je devais rendre à l'avance. Pour le coup, je crois que j'ai rendu un peu avant tout le monde. En tout cas, c'était fini. Pour avoir 1 à 2 semaines entières, en fait, où j'avais tout fini à l'avance, j'avais plus rien à faire. Et là, je pouvais, jour et nuit, matin et soir,
écrire. Et donc là, c'est vrai que j'avais des horaires un peu décalés où je me forçais à écrire 10 pages par jour tous les jours. À la main d'abord, j'écris toujours à la main et ensuite je tape à l'ordinateur. Et du coup, c'est vrai que bon, là, si j'ai pas fini d'écrire mes 10 pages de la journée, je peux repousser jusqu'à 2 heures du matin. Après, du coup, bah, je me réveille à 11 heures. Je commence à écrire à 15 heures. Si j'ai faim, je vais faire un tour dans la cuisine pour trouver quelque chose à manger. Donc après, là, oui, pour le coup, ça relève plus du cliché du poète un peu qui part dans tous les sens. Mais c'est pas possible de vivre tous les jours comme ça, parce que dans la vraie vie, il y a aussi un vrai travail et des vrais horaires avec des gens. Donc c'est pour ça que je le fais que sur des petites périodes de 1 à 2 semaines. Et sinon, bah, il faut bien écrire à un moment dans la journée à des horaires normaux. Ok, ok. Avant de passer à la lecture des 2 extraits que nous avez préparés, on a pour habitude de faire une photo de groupe. Donc voilà, préparez-vous. 3, 2, 1. C'est bon, parfait. Allez, on commence par Brittany. Allez. Alors, il y a un extrait que j'ai choisi parce que on a passé l'été et que du coup, voilà. La canicule nous gagne, alors sortons. Allons nous étendre à l'ombre d'un sol pleureur, laissons-nous chatouiller par ses doigts de liane et roulons dans l'herbe avant de la fumer. Partons à la rencontre du monde, ou au moins de quelques bienheureux. Flattons-nous sans plus rougir des bêtises qui forment la jeunesse et délectons-nous de nos rires qui s'envolent. Célébrons pour le plaisir de célébrer, sans autre motif ni raison que le plaisir lui-même. Enlaçons-nous jusqu'à l'aube, refusons de vieillir avant d'avoir usé nos jours et accordons enfin à nos nuits blanches les trous noirs qu'elles méritent. C'était le premier. Et le second, c'est un texte que j'aime beaucoup parce qu'il me rappelle un voyage que j'ai fait en Thaïlande. Perdu au beau milieu de la jungle thaïlandaise, un grand sage m'a un jour confié un secret. L'amour inconditionnel est sans attache. J'ai d'abord eu envie de le contredire, mais tout comme moi, vous savez que l'on ne contredit pas un grand sage. Alors, j'ai avalé ma salive et j'ai considéré son propos. J'y ai réfléchi longtemps et j'ai commencé à observer l'amour autour de moi à la manière dont on observe un paysage, sans attente ni préjugés. La graine semée en mon esprit a alors fini par germer. Et c'est ici, loin de tout dictat, que la vérité simple a pris sens. Loin de toute pression sociale, l'amour se révèle tel qu'il est et non tel qu'on imagine qu'il devrait être. Voilà. Merci. Merci à vous. Et Floriane, alors? C'est parti. Alors, je suis désolée, ça va être un tout petit peu plus long, moi, mais c'est juste le prologue. Du coup, bon, c'est un peu plus long que 2 poèmes. On a défiguré la princesse. La rumeur s'est répandue sur le royaume, comme un oiseau monstrueux étend ses ailes. Le coupable est en fuite. Il n'ira pas loin. Le sultan a ordonné la fermeture des frontières. Ces hommes ont été lancés à travers le royaume avec une seule consigne, le ramener, à n'importe quel prix. Mort ou vif, d'après certains. On a fait appel aux cavaliers noirs. On a intimé aux chats et aux oiseaux d'ouvrir l'œil. Les habitants eux-mêmes sont devenus des sentinelles. Certains ont lancé des prières à la terre et au soleil, tantôt suppliantes, sauver la princesse, tantôt accusatrices. Quand la nature abandonne au massacre ses beautés, elle est corrompue. Les vieillards en étaient sûrs, aucun fruit ne germerait à la saison prochaine. Certains n'ont fait que pleurer, la main devant la bouche, de grosses larmes roulant sur leurs joues et leurs épaules, comme si le royaume perdait ses joyaux. D'autres se sont lancés à la poursuite du criminel au hasard, dévisageant tout le monde dans les rues, à la recherche du visage que la presse avait publié moins de 2 heures après l'attaque. Un réseau s'était formé pour abreuver et nourrir les cavaliers noirs là où ils feraient étape, mais on savait que leur course ne cesserait que lorsque le coupable serait encerclé. En ce moment même, la terre sèche du royaume vibrait sous le galop de ces justiciers de l'ombre, lancés dans leur quête au rythme frénétique du malheur. Il y avait quelque chose de funèbre dans le soleil de midi depuis l'attaque. Une aile de corbeau s'apprêtait à tout engloutir. Un fragment de l'air doré du matin s'était figé dans le cri de la princesse. Les murmures échangés les heures suivantes semblaient hantés par ce cri éternel.
Personne d'autre ne dormirait cette nuit-là que la princesse. Tandis qu'ils apprenaient que les meilleurs médecins du royaume venaient de la plonger dans un coma artificiel, les habitants se préparaient à une nuit interminable. Ils veilleraient sur son sommeil. Au cœur des ténèbres, ils lui transmettraient leurs forces, des forces féroces, obstinées. Elle ne pourrait faire autrement qu'arrêter les monstres qui dévoraient le visage de la princesse. Elle leur arracherait les dents, trancherait leurs griffes. Ainsi se figurait-on la lutte qui faisait rage, tandis que les sabots des chevaux frappaient obstinément la poussière, dussent-ils errer jusqu'à la fin des temps. Le regard des cavaliers noirs était fixé droit devant eux. Ils fouilleraient le sable du désert jusqu'au dernier grain s'il le fallait. Ils poursuivraient jusqu'au haut plateau, plus sec et plus dangereux encore que le désert, jusqu'aux confins du royaume. Les cavaliers noirs relevaient davantage de la légende que de la réalité. On les admirait et on les craignait, comme des guerriers fantômes. On supposait qu'ils étaient environ 100, peut-être le double, peut-être 1 millier. On ignorait où ils vivaient, où ils s'entraînaient. On les disait organisés en sections nomades. On racontait que leurs chevaux étaient extraordinaires, que d'anciens dieux du désert les bénissaient, leur conférant force et célérité, qu'ils pouvaient courir plus vite que le vent sans se fatiguer. Tant que le coupable ne serait pas arrêté, il n'aurait pas droit au repos. Voilà. Merci. Merci Floriane. Je crois qu'on a bien senti le propos du livre, clairement. Katia, on va peut-être parler des dernières parutions peut-être et de celles à venir, parce qu'il y a encore un super programme à venir et récent. Tout à fait, oui, je te remercie beaucoup. C'est effectivement, donc on est un recueil par mois, donc celui qui fait suite à celui de Brittany paraît là actuellement incessamment, c'est Viande à viol. Et Viande à viol, comme son titre l'indique, est un recueil d'une puissance absolument incroyable. C'est un recueil autobiographique qui est porté par Marine Perrard, qui, à la suite d'un viol, a écrit jour après jour, elle a tenu un journal 1 an après les faits. Et donc, c'est ça, ce recueil Viande à viol, c'est 1 an post-viol. Donc, c'est pas quotidien, il n'y a pas 365 poèmes, mais presque. Il y en a tous les 3-4 jours. Et là, on est vraiment sur une mise en page différente dans le sens où, en fait, chaque poème commence par une date. Et puis voilà, ça se file comme ça. C'est pas du tout éclaté comme le recueil de Brittany. En revanche, il y a eu un vrai travail graphique sur le rythme. On est quand même sur un vers qui est complètement déstructuré où il y a eu la part belle au silence et aux ruptures de rythme pour essayer de représenter et de matérialiser d'une manière ou d'une autre cet éclatement de la personnalité, cette dépossession du corps et de l'esprit qui peut survenir suite à une expérience aussi traumatique et aussi grave. Et je crois que Marine, dans ce recueil, a vraiment été dans une expérience d'exutoire, en fait, vraiment de, de libération, en fait, post-trauma. Et c'est un titre qui est très fort, qui est aussi un petit peu en lien avec notre engagement, c'est-à-dire que nous, on est une maison d'édition parfaitement engagée en faveur du droit des femmes, notamment, en faveur de beaucoup d'autres droits, mais du droit des femmes notamment. Et c'est vrai que la question féministe, c'est quelque chose qui nous interpelle. On essaie vraiment d'être très actif sur ces sujets. J'ai lancé il y a 2 ans une collection qui s'appelle Les Conquérantes, qui va mettre en avant des ouvrages pratiques qui vont défendre des thématiques qui sont malheureusement tues ou tabous, qui ont été pas édité du tout ou si peu. Et c'est donc voilà, c'est quelque chose qui est un petit peu cohérent avec l'engagement qui est le nôtre. Et ouais, Viande à viol, c'est un titre qui va être très fort, peut-être un peu dur, mais voilà, il y a quand même la littérature qui est au service de ces émotions-là, qui est là pour transfigurer aussi l'expérience. Et je crois que le pari est réussi dans ce recueil. Et le prochain titre, il adviendra à la rentrée en septembre. Il est porté par Flore Perrault, qui a un compte Instagram que vous connaissez peut-être, qui est J'écris parfois. Et son recueil s'appelle Ce que je n'ai jamais su dire. Et je trouve que c'est un beau titre comme fragment, Ce que je n'ai jamais su dire, parce que finalement, elle le dit d'une manière ou d'une autre. Et Flore, qui est également illustratrice, va enrichir son recueil d'illustrations sur mesure. Je vous parlais tout à l'heure de la comparaison avec Ruby Kaur, voilà, sur ces recueils graphiquement assez forts entre du texte et du dessin.
Et je balance en exclusivité la fin d'année, en tout cas un titre de fin d'année. On va publier le recueil de Iceberg. Je ne révèle pas son nom parce il va garder son pseudo Instagram pour conserver son anonymat. Mais Iceberg, pour le décrire en 2 mots, c'est un des plus gros comptes Instagram. Il l'a lancé il y a 10 ans et on sort son recueil en octobre pour l'anniversaire de son compte. Et pareil, je suis allée le chercher parce que j'ai été tout à fait séduite par sa plume qui est très forte, très belle. Il a des formats très différents. Voilà, il y a de la prose, il y a du haïku, il y a plein de choses. Il dessine aussi. Et on sort son recueil qui s'appelle Dérive en octobre prochain. C'est une surprise, donc là, je l'annonce. Ça sera vraiment pour les 10 ans du conte et sa communauté attend son recueil depuis 10 ans et on le fait cette année. Je suis très heureuse qu'il nous ait fait confiance et on va faire quelque chose de très sympa. Et en novembre, comme c'est un peu la fête, c'est Noël, on en sort 2. J'ai dit, allez, go, on en sort 2. Et donc, il y en aura 2 en novembre. Et donc, voilà, je suis très, très enthousiasmée. Euh, on a vraiment une charte graphique qui est très forte. On a des pantones différents. On a des poètes et des poétesses d'univers variés. Il y a beaucoup d'histoires à raconter. C'est extrêmement excitant. Enfin, pour moi, vraiment, cette collection, c'est vraiment une consécration. C'est un pied de nez à ce secteur de la poésie qui est vraiment boudé des libraires et des éditeurs. Et puis là, on est là pour dire non, non, non. Il y a des trucs à dire, il y a des trucs à montrer, à raconter. Et j'espère que vous toutes et tous serez des ambassadeurs de cette collection qui mérite vraiment d'être défendue et qui mérite vraiment d'être partagée. Donc, merci encore une fois, Anthony, pour l'invitation. Je suis très heureuse que tu aies invité Brittany et Floriane pour cette table ronde qui avait beaucoup de choses à dire et voilà, qui sont juste incroyables. Je les admire beaucoup. Et vraiment, je vous invite à aller suivre ce qu'on fait. On est un petit peu en train de bousculer les codes cette année et on a vraiment besoin de soutien. Et on va vous présenter des autrices et des auteurs qui méritent vraiment, vraiment d'être lus. Merci Katia. Et merci à Elia qui n'a pas pu être là et Edouard également. Mais merci Elia, puisque c'est grâce à elle aussi qu'on a pu faire cette rencontre. Et tout à fait. Elia, la super attachée de presse des éditions Kiwi et Frison Roche Belles-Lettres. Et je fais aussi une petite mention de Céline Ségur, qui est notre community manager, qui est aussi incroyable et qui cultive ce lien avec nos auteurs et nos lecteurs sur les réseaux sociaux. Et vraiment, chaque membre de l'équipe, je parle des éditrices du pôle graphisme, tout le monde a un rôle. On est vraiment une équipe extrêmement engagée, qui a le cœur sur la main et tout le monde mérite d'être vraiment valorisé dans cette équipe. C'est vraiment une chance de travailler avec des êtres humains pareils. Isabelle, tu voulais intervenir, mais je ne sais pas si... Non? Tu as levé la main? Oui, j'ai levé la main. En fait, c'était pour avoir le nom du compte de Brittany. Et en réalité, j'ai vu que ça avait été mis dans la conversation. Donc, voilà. Parce que du coup, ce n'est pas Brittany Lefebvre. Et il y a plein de Brittany Lefebvre. Donc, c'était pas... Voilà. Très bien. Merci. Ok. Il est temps de vous remercier toutes les trois. Merci infiniment d'être venus ce soir. Et évidemment, comptez sur nous pour parler Frison Roche Belles-Lettres. Merci beaucoup, Anthony. Beaucoup. Merci à tout le monde. Merci pour votre présence. Merci, Brittany. Merci, Floriane. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Merci. Au revoir tout le monde.